Émission spéciale, François, aujourd'hui, en lieu et place du journal. Oui, tout à fait, Meia. On va avoir une émission assez historique et importante sur le mariage pour tous, avec des invités que je vais vous présenter dans un instant. Vous êtes bien sur Fréquence Mistral et nous allons parler du mariage pour tous. Le débat qui a occupé les députés pendant 10 jours ne nous a pas convaincus. C'est le moins qu'on puisse dire. À droite, une obstruction systématique et une sacrée carence d'idées, et à gauche, des petits soldats rangés derrière une ministre qui a su jouer de la diversion avec une circulaire, certes hors sujet, mais qui a mis le feu aux poudres. Hier, l'Assemblée nationale a autorisé pour sa part le mariage entre deux personnes du même sexe. Le Sénat va à son tour se prononcer conformément à l'usage politique, mais pour autant le français aura été privé de réflexion et de débat, alors que cette question aussi sociétale que politique nous concerne tous. Des manifestations, il y en eut et il y en aura encore, mais le bruit médiatique est là aussi réducteur sur le fond et le front des idées. Une Barjot d'un côté et des Jobards de l'autre, le sujet méritait mieux. Et c'est là qu'intervient l'initiative d'un journaliste de la Marseillaise, notre confrère Morgan Termelen. Voilà plusieurs semaines, il a voulu lancer le débat en profondeur, justement, et a sollicité deux personnalités estimées et reconnues. D'un côté, Henri Huille, spécialiste des questions de société à la libre pensée, et de l'autre, le père Christophe Didier Chave, vicaire général du diocèse de Digne, sur une position diamétralement opposée. Le résultat, de beaux articles qui ont nourri l'échange sur plusieurs semaines avec une volonté réciproque, me semble-t-il, de respecter l'adversaire tout en avançant ses propres convictions. Un échange de vues de haute tenue et qui a éclairé le débat. C'est avec enthousiasme que j'ai à mon tour proposé à Morgan Termelen de poursuivre cette belle controverse sur notre antenne, jouant ainsi l'échange confraternel avec la Marseillaise. C'est donc avec plaisir aujourd'hui que j'accueille les protagonistes de cet échange que nous allons prolonger sur Fréquence Mistral. Tout d'abord, Christophe Didier Chave, bonjour. Bonjour. Je vous demanderai brièvement peut-être de vous présenter, Christophe. Bien, je suis prêtre de l'Église catholique, je suis vicaire général, comme vous l'avez dit, du diocèse, c'est-à-dire on a l'habitude de dire le bras droit de l'évêque, et puis j'enseigne les questions éthiques, plus particulièrement l'éthique sexuelle et familiale, mais aussi la bioéthique. Merci. À notre côté également, Henri Huille pour la libre pensée. Même exercice, Henri? Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Henri Huille. Je suis membre de la commission administrative nationale de la libre pensée. Et à titre privé, j'ai exercé pendant de longues années la profession de fonctionnaire hospitalier dans les quartiers nord de Marseille. Merci messieurs, on va vous retrouver bien sûr pour ce débat dans un instant, mais avant tout, je voudrais saluer celui qui est à l'origine de cette rencontre. Bonjour Morgan Termelen. Bonjour. Avant d'entrer dans le vif du sujet, ma première question est pour Morgan justement. Morgan, est-ce que vous êtes satisfait du débat engagé dans les colonnes de votre quotidien? Oui, je peux dire que je suis très satisfait non seulement de la teneur des débats et surtout de la qualité des intervenants que le hasard m'a amené à choisir, mais aussi du résultat de ces débats qui est cette rencontre historique entre l'Église catholique et la libre pensée française. Ce que vous me disiez justement en préparant cette émission, c'est que ce sont deux organismes qui quasiment ne se parlaient plus depuis de longues années. Oui, au moins depuis les années 50, je pense, peut-être même avant. Donc notre rencontre ce matin, messieurs, elle est historique. C'est important. On va rentrer bien sûr tout de suite dans le vif du sujet. Je vais vous demander à tous les deux, tout d'abord votre réaction après le vote des députés hier. Christophe Didier Chave. Eh bien, je n'ai pas vraiment de réaction parce que d'abord, le vote des députés, c'est la première étape avant l'adoption complète de cette loi. Certes, il y a eu une large avance à l'Assemblée nationale, ce qui n'est pas une surprise. Sûrement que l'avance sera bien moindre au Sénat. Ça pourrait se jouer d'ailleurs à quelques voix. Mais ensuite, il faut qu'il y ait un nouveau retour à l'Assemblée nationale et entre-temps, sera très certainement saisi le Comité consultatif national d'éthique, mais aussi sans doute le Conseil économique, social et environnemental, puisque il apparaît qu'à ce jour, les 500 000 signatures nécessaires à la saisine de ce Conseil ont été largement recueillies, donc à voir et à suivre. Henri Huille.
Alors du côté de la libre pensée, on se félicite du vote à l'Assemblée nationale. Nous avons tout à fait conscience qu'effectivement ce n'est qu'une première étape. Il y a tout un processus constitutionnel. Ceci étant, ce qui est pour nous important, c'est le fait qu'il s'agit d'un droit, et plus précisément de l'égalité des droits. Le fait que l'ouverture de la possibilité au mariage pour tous, ça c'est quelque chose qui nous paraît un progrès incontestablement. Vous avez remarqué qu'on a réduit le débat à justement l'aspect du mariage pour des personnes du même sexe. Bien sûr, comment ne pas s'en apercevoir. Alors la position qui est la nôtre, c'est que il y a 1000 possibilités dans la vie des gens. L'existence et la vie sociale font qu'on peut pas tout prévoir. Et ce qui nous paraît important, au-delà de la question du mariage gay, qui est une réalité, au-delà de ça, nous voulons souligner le fait que c'est le mariage, le droit du moins au mariage pour tous, c'est-à-dire que on fait un pas vers l'égalité des droits. C'est-à-dire qu'on met fin à une espèce d'anomalie. Certains avaient un droit que d'autres n'avaient pas. Or, dans notre tradition républicaine, nous sommes partisans de l'égalité des droits. Christophe Didier-Chave, on a eu raison de se focaliser sur le mariage homosexuel par rapport à cette loi. D'ailleurs, on ne s'est pas focalisé uniquement au mariage, mais à la question de l'adoption aussi. Il n'y a pas que la question du mariage, mais il y a l'ouverture de l'adoption à ces couples-là. Et évidemment, s'ouvrira très rapidement la question de la possibilité pour ces couples-là d'avoir des enfants par un autre moyen que l'adoption. Donc tout ce qui est l'aide médicale à la procréation, voire évidemment sans doute la gestation pour autrui, mais ça sûrement, ça sera dans une prochaine étape qui ne sera peut-être pas aussi proche que ce que le gouvernement l'avait annoncé, puisque le gouvernement avait annoncé que cette question de l'ouverture de l'aide médicale à la procréation, d'ailleurs uniquement aux femmes, ce qui était discriminatoire envers les couples homosexuels hommes. Le gouvernement avait annoncé que ce serait remis à une loi au mois de mars. Ça sera évidemment pas le cas, puisque le Premier ministre a annoncé que, avant que cette question soit débattue, il y aurait la saisine du Comité consultatif national d'éthique, et cette saisine ne pourra pas avoir lieu avant au moins l'automne prochain. Alors vous avez compris que les rouages politiques de notre société sont en marche pour ces questions. Il en demeure pas moins qu'il y a un problème de société qui demeure dans notre paysage national depuis des années. Effectivement, le droit de deux personnes du même sexe de concevoir une vie commune, d'avoir des droits sur des enfants qui peuvent exister avant leur propre union, et puis l'avancée il y a quelques années déjà du Pacs, qui a autorisé une certaine liberté dans notre pays, et qui est poursuivi cette année, me semble-t-il, avec cette étape importante, une étape importante, et qui du côté de l'Église, me semble-t-il, vous véhiculez l'idée que la famille elle-même est menacée. Oui, c'est-à-dire, c'est pas d'abord cette crainte que nous pourrions avoir. Justement, il faudrait qu'on réfléchisse sur cette question qu'a évoquée l'autre intervenant, Monsieur Huil, sur cette question du droit. Parce que pour nous, le mariage, c'est pas d'abord une question de droit. Le mariage, c'est une institution. Et anthropologiquement, parce que moi, je suis pas ici pour défendre le point de vue d'une philosophie, et même si ça devrait vous étonner, encore moins le point de vue d'une religion. Et je n'interviendrai dans ce débat uniquement qu'avec des arguments de type anthropologique. Il apparaît très clairement qu'anthropologiquement et universellement, aucun État, aucune société, même les plus favorables à l'homosexualité, je pense par exemple à la société antique, aucune société n'a jamais organisé les relations affectives entre personnes de même sexe. Ça ne veut pas dire que les personnes de même sexe n'ont pas droit à une vie affective, n'ont pas droit à une relation amoureuse. Je ne nie pas que les personnes de même sexe peuvent s'aimer, je ne nie pas qu'elles ont des capacités, mais la question c'est de savoir si le mariage est un droit. Je ne le pense pas, c'est une institution garantie par l'État, et encore une fois, aucune société n'a jamais organisé des relations affectives entre personnes de même sexe. Donc le mariage, c'est
un contrat qui unit deux personnes de sexe différent souhaitant s'unir en vue de procréer et ainsi d'assurer le renouvellement des générations et donc de la société. Et nous, c'est cette idée que nous défendons. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas ouvrir des droits aux personnes homosexuelles. Nous prônons par exemple l'extension du Pacs, et en particulier, même moi je vais jusqu'à dire que les personnes homosexuelles peuvent avoir les mêmes droits patrimoniaux que les personnes hétérosexuelles. C'est sûr qu'il n'est pas normal que quand deux personnes, même de même sexe, vivent ensemble, quand l'une décède, que l'autre puisse se retrouver à la porte, puisse ne pas hériter, etc. Mais pour cela, on est obligé de passer par la loi. Ah ben oui, mais sans toucher au mariage. Alors d'ailleurs, la communauté homosexuelle revendique souvent cette différence. Alors je ne vois pas pourquoi sur ce point-là, ils s'aligneraient sur les hétérosexuels. Donc soit améliorons le pacte, soit créons un contrat d'union civile, mais laissons au mariage la définition qui a été la sienne depuis toujours. Alors je pense que là on est au cœur du débat. Alors sans vouloir limiter le droit de parole du représentant de l'Église catholique, je pense qu'il faut souligner la différence fondamentale qu'il y a. À savoir, pour l'Église catholique, le mariage est un sacrement. Et de ce point de vue-là, c'est le dogme de l'Église catholique qui devrait s'imposer à tous. C'est cette conception de l'Église catholique. Le mariage est un sacrement. Alors c'est un sacrement divin. On peut employer toute une série de périphrases qui tournent autour de cette notion-là. Et du point de vue de la tradition républicaine, parce que nous parlons bien du mariage civil, et pas du mariage religieux. Les républicains que nous sommes ne prétendent pas s'immiscer dans le fait que les catholiques pourraient ou non se marier de la façon dont ils l'entendent, ou les musulmans se marient de la façon dont ils l'entendent, ou les juifs se marient de la façon dont ils l'entendent. C'est pas le problème. Le problème est celui du mariage civil. Et donc, c'est un problème d'égalité des droits. Parce que ceux qui fondent la République, c'est pas un scoop, ceux qui fondent la République, c'est sur le fond philosophique, c'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et donc, sous cet angle-là, nous sommes partisans de l'égalité en droit des citoyens, quels qu'ils soient, quel que soit leur sexe, leur couleur, leurs opinions, leurs origines, etc. Et là où peut-être je rejoins le point de vue du représentant de l'Église catholique, c'est sur cette notion du droit à la différence. C'est une notion que nous ne partageons pas. D'ailleurs, nous voyons bien que c'était très piégeux, puisque aujourd'hui l'argument qui nous est opposé, c'est vous réclamez votre droit à la différence, pourquoi réclamez-vous l'égalité des droits? Non, nous sommes opposés à cette notion de droit à la différence. Les gens sont différents, c'est un fait. Il n'y a pas de droit spécial à faire valoir. Il y a des grands, des petits, des bruns, des blonds, des noirs, des blancs, des homosexuels, des hétérosexuels. Il y a simplement, nous disons, dans le cadre de l'égalité des droits républicains, chacun doit pouvoir bénéficier des mêmes droits. C'est la définition même de l'égalité des droits. Et il me semble que c'est ça qui est effectivement au cœur du problème. Christophe Didier Schaff, cette distinction entre mariage civil et mariage religieux. Mais moi, je ne suis pas ici pour parler du mariage religieux. Ce n'est pas la question. Ce n'est pas la question. Je suis ici pour défendre le mariage républicain, le mariage civil. Bien sûr, le mariage religieux, c'est autre chose. Certaines personnes qui se marient civilement, d'ailleurs, la loi nous impose de ne pas célébrer de mariage religieux avant un mariage civil, et ça, nous nous en tenons strictement et fermement à cette consigne républicaine. Donc, moi, le mariage religieux ne m'intéresse pas ici. Je défends le mariage civil et républicain. Et je redis que toujours et partout, universellement et anthropologiquement, donc le mariage, ça a toujours été la sécurisation de la relation entre un homme et une femme destinée à engendrer pour renouveler la société et éduquer de futurs citoyens. C'est sûr que dans notre société, le mariage est devenu la célébration sociale de l'amour. Mais c'est une nouveauté. Le mariage, c'est pas d'abord la célébration sociale de l'amour. Le mariage, c'est la célébration sociale de l'engagement d'un homme et d'une femme, encore une fois, qui veulent engendrer en vue donc d'assurer le renouvellement de la génération. Moi, je défends ça. Alors, évidemment, nous divergeons profondément sur ce second aspect des choses, à savoir que
non seulement il existe des familles homoparentales, on ne peut pas le nier, mais il existe des familles monoparentales. Et il existe aussi des tas de gens qui se marient, hommes et femmes, qui se marient en n'ayant absolument pas pour idée de la procréation. Je répète encore une fois, c'est une question fondamentale qui est, est-ce que nous sommes ici sur Terre pour accomplir les desseins de Dieu, ou bien est-ce que nous sommes ici sur Terre pour vivre notre vie du mieux que nous pouvons et essayer d'être heureux? C'est un vieux débat qui bien sûr oppose l'Église catholique et la libre pensée. C'est que nous ne prétendons pas, nous ne disons pas que nous sommes dans une vallée de larmes et que la vraie vie commence après la mort. Nous disons, quant à nous, parce que voilà, nous sommes dans une vallée de larmes et il nous faut respecter les codes, les conventions qui sont fixées de manière dogmatique. Nous, ce que nous disons, c'est que, ma foi, nous essayons de mener notre vie. Chacun essaye de mener sa vie du mieux qu'il peut et que l'avenir de l'être humain, c'est effectivement une idée qui est encore neuve en Europe et dans le monde, c'est la recherche du bonheur. Mais si vous permettez, moi je ne me retrouve absolument pas dans la définition, en tout cas l'image que vous donnez du christianisme. En tout cas, moi je ne suis pas de ce christianisme-là. D'abord, là je pense que nous sortons du sujet, mais puisque vous l'avez abordé, et j'y reviens, pour un chrétien, en tout cas pour notre vision du christianisme, Dieu, contrairement à ce qu'on a pu dire, et d'ailleurs contrairement à la manière de vivre de certains chrétiens à certaines époques, voire encore maintenant, Dieu veut que nous soyons des hommes debout, libres et heureux. Et d'ailleurs, j'enseigne l'éthique, et la morale chrétienne n'est pas une morale du devoir, ça c'est la morale kantienne, et pour ce que je peux en savoir, Kant n'était pas spécialement chrétien, en tout cas il avait envoyé tout ça aux orties. Depuis les origines, la morale chrétienne, c'est une morale de la liberté et du bonheur. Bon, c'est pas tout à fait le sujet qui nous rassemble ici. Je ne suis pas ici, je l'ai dit en introduction, pour défendre une morale chrétienne. Je suis ici pour défendre la vision universelle et anthropologique du mariage. Et si vous le permettez, parce qu'il y en a d'autres qui sont plus intelligents que moi, je voudrais très rapidement citer 3 phrases de Xavier Lacroix, qui est membre du Comité consultatif national d'éthique. Il dit ceci: le slogan du mariage pour tous supposerait que le mariage est un bien de consommation auquel tout le monde devrait avoir accès. Refuser cela ne signifie pas être discriminatoire à l'encontre des couples homosexuels. La discrimination consiste à ne pas accorder les mêmes droits dans des conditions similaires. Or, face à la procréation, les couples homos ne sont pas dans la même situation que des couples hétéros. Structurellement, ils ne peuvent pas procréer, ce n'est pas discriminatoire d'affirmer cela. En revanche, je pense qu'il y aura discrimination envers les enfants si la loi définit a priori que des milliers d'enfants seront privés de 3 biens élémentaires, que sont la différence sexuée entre leurs 2 parents, la continuité ou au moins l'analogie, lorsque cela est possible, entre le couple procréateur et le couple éducateur, et enfin, une généalogie claire et cohérente, lisible. Moi, c'est ça que je défends. La religion, j'allais dire, n'a rien à faire dans cette affaire. Dans l'absolu, c'est vrai, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a des avancées technologiques et scientifiques qui font que désormais, une femme peut ne pas avoir d'enfants. Un homme peut avoir des enfants avec d'autres femmes et la loi peut accepter dans certaines conditions évidemment de reconnaître ces paternités. Donc il y a des évolutions qui se font. On n'est plus Enfin, les évolutions ne nous empêchent pas de réfléchir et de discerner à ce qui est le meilleur pour l'homme, pour que l'homme soit libre justement et heureux, comme le disait Monsieur Huil. Vous savez bien que tous les enfants issus de l'aide médicale à la procréation. Alors attention, j'entends la souffrance des couples qui ne peuvent pas donner naturellement la vie et qu'il faut trouver des remèdes pour y remédier. Mais ceci n'empêche pas de se poser d'autres questions. C'est comme le mariage pour tous. On me dit 2 personnes homosexuelles peuvent s'aimer. Ok, c'est vrai. Elles peuvent parfois mieux s'aimer que 2 personnes hétérosexuelles. Je suis d'accord. On me parle de non-discrimination. Je suis d'accord. Il nous faut lutter contre toutes les discriminations dont sont victimes les personnes homosexuelles, mais d'ailleurs dont sont victimes toutes les personnes. Mais pour moi, ça ne fait pas droit à toutes les questions sous-jacentes. Pour les enfants issus d'aide médicale à la procréation, nous commençons à avoir un petit peu de recul aujourd'hui, puisque la première enfant née par l'aide médicale à la procréation, Amandine, elle est née en 1982.
On se rend compte que tous ces enfants, d'ailleurs comme les enfants qui sont adoptés, ils cherchent à un moment leur origine. Ils voudront savoir d'où ils viennent. Hein. Alors les enfants issus d'aide médicale à la procréation, ils voudront un jour savoir qui a donné les gamètes, ou masculines ou féminines. Et ce don de gamètes à ces enfants, ça leur apparaîtra comment? Est-ce que ça leur apparaîtra comme un bel acte de générosité? Peut-être, mais ça pourra leur apparaître aussi comme un abandon. Hein. Pourquoi cet homme, cette femme ne m'a pas voulu, ne m'a pas gardé et m'a donné? Alors attention, je ne fais pas jouer les arguments de manière idéologique. Ça peut apparaître comme un bel acte de générosité en faveur d'un couple qui ne peut pas donner naturellement la vie, mais ça peut aussi apparaître comme un abandon. Et donc je crois qu'il faut que nous réfléchissions. Vous parlez d'avancées et de progrès, ok, mais les avancées et le progrès doivent être jugés à l'aune de la raison humaine, parce que moi aussi, je suis pour la raison. Ici, je ne parle pas de foi, ici je parle au nom de la raison humaine. Bien sûr, pour moi, elle est éclairée par la foi, mais ça n'intervient pas ici. Est-ce qu'un de vous deux pourrait me dire combien d'enfants ou de familles seraient concernés par ce type de questions de personnes avec des enfants qui sont nés soit par procréation médicalement assistée, soit par gestation par autrui. Est-ce qu'on a une idée de ça? Alors moi, je n'ai pas d'idée des chiffres, mais j'ai une idée de quelque chose, c'est que c'est une question qui est tournée vers l'avenir. À savoir que quand on ouvre des droits, les gens en usent. Quand ces droits n'étaient pas d'actualité, les gens ne pouvaient pas en user. Donc plus nous allons progresser, plus il va y avoir de procréation médicalement assistée, éventuellement de gestation pour autrui. Il y aura de plus en plus d'unions homosexuelles par mariage, etc., etc. Et les gens chercheront probablement, bien sûr, à avoir des enfants, et pas seulement les femmes. C'est une réalité. Ce que je voudrais souligner comme aspect, au-delà de cette réalité-là, c'est que c'est très difficile de juger de l'avenir avec les lunettes du passé. Parce que, pour employer un vocabulaire très simple, et sans chercher midi à 14h, il y a quelques décennies, il n'était pas bon d'être un bâtard. Il n'était pas bon d'être une fille mère. On entend ce vocabulaire. Vous voyez ce qui est en train de se passer, c'est que on est en train de nous parler de la généalogie d'enfants qui naîtront de la procréation médicalement assistée, avec les lunettes du passé, disons même avec les lunettes d'aujourd'hui, pour être gentil. Mais qu'est-ce qu'il en sera de l'avenir? Comment peut-on savoir ça? Et les mentalités évoluent parce que tout simplement la société évolue et qu'y compris les découvertes scientifiques évoluent. Pour sortir brièvement, juste un instant, de cette problématique étroite là du mariage et pour généraliser un peu, vous vous souvenez de l'affaire de ce qu'on appelait le bébé médicament, par exemple. Le nom était horrible parce que des tas de gens se sont imaginés, je vous garantis, des tas de gens se sont imaginés que un couple avait fait un enfant pour prélever les pièces détachées, vous savez, pour soigner la fille aînée. Enfin, c'est absurde, c'est une horreur ce truc. C'est pas du tout ça qui s'est passé. C'est que on a prélevé les cellules souches du cordon ombilical du petit garçon pour guérir la fille aînée, un peu plus âgée, qui avait une maladie génétique incurable. C'est merveilleux ça. Vous voyez ce que je veux dire? Comment peut-on apprécier cette chose avec les lunettes du passé? Vous voyez, on est obligé de chausser un peu, essayer du moins, de se projeter un peu dans l'avenir et de considérer que tout droit nouveau est porteur d'espoir pour l'humanité dans son ensemble. Et je me permettrai juste de rajouter une chose. Non, puis je veux pas abuser de la parole. Je le rajouterai tout à l'heure. Donc vous pouvez échanger, on n'est pas en campagne électorale. Mais justement, c'est il n'y a mon pas but. de temps de parole. C'est pour ça que je veux pas abuser. J'aimerais quand même que nous restions sur la question du mariage et de l'adoption, puisque c'est le sujet qui nous rassemble, mais puisque Monsieur Huil a parlé, et d'ailleurs je suis d'accord avec vous, moi je n'ai jamais parlé de bébé médicament, je préfère le bébé du double espoir. Ce sont les journalistes qui ont oui, dérapé. Mais il faut faire très attention, de même que j'ai horreur de l'expression mère porteuse. Parce que pour moi, c'est pas respectueux de la femme. Hein. D'accord. Mais pour ce bébé, appelé par les journalistes bébé médicament ou bébé du double espoir, bien sûr que c'est beau, que c'est généreux, hein, qu'on puisse prélever telle ou telle cellule sur cet enfant pour guérir son frère ou sa sœur aînée. Mais cet enfant, hein, comment il va interpréter cet acte-là?
encore une fois, il peut l'interpréter comme une belle générosité. Grâce à moi, eh bien, mon frère, ma sœur aînée a pu guérir et on peut vivre heureux en famille. Ça n'empêchera pas qu'il pourra se dire, mais est-ce que j'ai vraiment été voulu pour moi? Ou est-ce que j'ai été voulu pour ce pourquoi j'ai pu servir? Pour moi, c'est une question. Alors, je pense que je suis visé quand, Monsieur Huil, vous avez dit on ne peut pas juger de l'avenir avec les lunettes du passé, ni même avec celles du présent, parce que vous avez voulu être gentil avec moi. Enfin, je ne sais pas si je regarde l'avenir avec les lunettes du passé. En tout cas, moi, j'essaie de, parce que je crois que envisager l'avenir sans se référer, à un passé, on risque d'être très fragile, parce que pour moi, l'histoire, le passé, ça nous donne des racines. Ça ne veut pas dire que ça doit nous tourner vers l'arrière, pas du tout, parce qu'il faut regarder le présent et l'avenir, mais ça nous donne aussi un socle et un fondement. Mais au-delà de cette question, moi je me dis, face à tout progrès, ce qu'on peut appeler un progrès social, face à toute évolution, il faut qu'en tant qu'être humain, je me pose la question des conséquences prévisibles de ce que je vais faire. Conséquences prévisibles pour moi, pour celles et ceux qui sont confiés à ma responsabilité et pour les générations futures. Face à tout ce qu'on peut appeler le progrès dans l'aide médicale à la procréation, par exemple, je crois que nous n'avons pas assez de recul aujourd'hui pour voir les conséquences de nos décisions. Madame Bertinotti, ministre de la Famille, l'autre jour en pleine assemblée, s'est levée en disant « Mais vous, la droite, vous avez toujours crié à la catastrophe face à des évolutions sociales et rien ne se passe, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. » Mais comment regarde-t-elle le monde? Comment regarde-t-elle le monde? Si elle trouve que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, bien, c'est sa liberté, je respecte, mais moi je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ça et je crois qu'il est heureux qu'il y ait des hommes et des femmes qui se lèvent pour dire attention, attention. Je crois que de fait, je suis d'accord avec vous, l'Église a trop souvent été contre. Voilà. Et à force d'être toujours contre, on n'est plus entendu. Et que parfois, je suis d'accord, on a pu apparaître comme des prophètes de malheur et on peut l'apparaître encore comme des prophètes de valeur. Donc il ne s'agit pas de dire non à tout, il s'agit d'examiner avec des hommes et des femmes de bonne volonté, avec des hommes et des femmes qui ne pensent pas comme nous. D'ailleurs, je suis heureux que le Conseil consultatif national d'éthique soit composé de scientifiques, de juristes, de philosophes, des représentants de différentes religions, dont la libre pensée, qui n'est pas classée parmi les religions, mais qui fait partie des traditions de notre pays. Et moi, je crois qu'il faut multiplier les lieux comme ça dans notre société. On l'a fait pour la bioéthique, pour la réforme de loi de la bioéthique. Pourquoi ne l'a-t-on pas fait pour ce que l'on appelle le mariage pour tous? Moi, je crois que le débat a été escamoté. Le débat, il est resté au sein de l'Assemblée nationale, avec des hommes et des femmes que je respecte, mais dont je pense qu'ils n'ont pas toujours les moyens philosophiques, juridiques de réfléchir, et ils vont malheureusement voter selon la consigne du parti. Je crois même, mais si je me trompe, vous me le direz, que le Parti socialiste menace de sanctions leurs parlementaires qui ne voteront pas cette loi. Je trouve que dans une démocratie, c'est gravissime et c'est même scandaleux. Chacun a le droit sur des sujets de société ou sur des sujets sociaux de voter selon sa conscience. Et pour moi, la consigne du parti, ça ne m'intéresse pas dans ces questions-là. Je trouve ça même très grave. Henri, oui, le débat a été escamoté? Alors c'est toujours pareil, le débat a été ultra médiatique, donc il a été forcément superficiel. Et moi je me félicite justement que aujourd'hui Fréquence Mistral et la Marseillaise aient organisé ce débat, et nous faisons cet effort les uns et les autres d'aller un peu au fond des choses. Voilà, donc ça il faut tout à fait en remercier ces deux médias. Sur le fond, encore une fois, bon, en passant, une petite plaisanterie en passant, je trouve amusant que l'Église catholique, qui a donné la consigne de manifester, de s'opposer à ce projet de loi, reproche à une des composantes de la partie adverse de donner des consignes. C'est un peu bon. Mais ceci étant dit, sur le fond, le problème à vouloir interdire les choses, on va interdire, c'est pas autorisé aujourd'hui en France, mais on veut perpétuer l'interdiction de la gestation pour autrui. Et puis, sauf exception, on va interdire ou férocement réglementer la procréation médicalement assistée. Puis, on veut pas autoriser, donc on veut interdire le droit au mariage pour tous, qui n'enlève rien à ceux qui veulent se marier hommes et femmes pour faire des enfants. Ça leur sera pas interdit, que je sache. C'est un droit qui est accordé aux autres.
C'est une égalité des droits. Le problème que ça soulève, les interdictions, ça frappe toujours les pauvres, pour parler simple. Rappelons-nous, à l'époque où l'IVG était interdite en France, qui se faisait charcuter sur la table de la cuisine par la voisine compatissante ou vénale, et qui allait faire un avortement en Angleterre, en Hollande, etc. L'interdiction, ça frappe toujours les pauvres. Et donc nous disons que chacun, dans sa recherche du bonheur, d'une vie décente et respectée dans sa vie terrestre, parce qu'il n'y en a pas d'autre pour nous, chacun doit pouvoir bénéficier des droits. Oui, nous sommes partisans du droit au mariage pour tous, parce que nous sommes partisans de l'égalité des droits. Comme nous sommes partisans des recherches en matière de fondamentale, la vie, les soins, la recherche médicale, recherche fondamentale, recherche appliquée, nous sommes partisans de la procréation médicalement assistée et du droit d'y avoir recours. Et y compris pour les couples homosexuels ou hétérosexuels, nous ne voyons pas qu'il y ait lieu de faire des différences à ce niveau-là. Et oui, nous sommes partisans du droit à avoir recours à la gestation pour autrui, pas une obligation, un droit, parce que nous sommes là pour essayer de faire en sorte que la vie humaine, que la vie de l'humanité, elle soit la plus heureuse possible, la moins malheureuse possible. Et je rajouterais qu'au-delà du droit individuel, finalement, qu'est-ce que c'est l'humanité ? L'humanité, elle se fait elle-même, l'humanité. C'est une longue marche pour sortir de l'animalité, pour sortir des ténèbres, pour avancer vers le progrès social et vers le progrès humain. Ça implique périodiquement des remises en question, des bouleversements, des choses qui étaient jadis considérées comme l'enfer complet sont aujourd'hui considérées comme très banales. C'est ça la construction de l'humanité. Et évidemment, on est toujours pris d'une certaine incertitude, d'un doute quand on regarde vers l'avenir. Alors moi, je vais conclure là, je suis d'accord aussi pour que on s'appuie sur nos racines et tout ça. Mais enfin, quel est l'arbre qui a envie de rester qu'à ses racines? Quel est l'être humain qui voudrait passer sa vie dans son berceau? À un moment donné, il faut sortir et il faut marcher. Je voudrais revenir au cheminement législatif. Tout à l'heure, Christophe Didier Schaff disait que c'est pas parce que la loi a été votée hier à l'Assemblée nationale que le chemin est terminé. Il y a le passage au Sénat, il y a effectivement des consignes de vote qui risquent d'être données par des groupes politiques. Pour l'instant, je l'ignore. Et puis après, il y a le Conseil constitutionnel qui va donner son avis. Henri Huy, l'affaire ne fait que commencer. Alors, sans doute, moi je suis totalement incapable de prédire l'avenir. Je suis comme Pierre Dac, vous savez, la prédiction est un art compliqué, surtout en ce qui concerne l'avenir. Donc une chose est sûre en tous les cas, ce mécanisme constitutionnel pose problème. C'est le fait qu'on va faire recours à des experts. Vous savez, les comités d'éthique qui font florès, il y a des comités d'éthique pour tout. Ça pose un problème, parce que normalement, dans la tradition républicaine, je répète, dans la tradition républicaine, il n'y a pas d'autre souverain que le peuple. Et tout à fait normalement, c'est au peuple de décider, c'est aux représentants du peuple de respecter le mandat qui leur est confié par le peuple, et c'est à eux de faire la loi. Là, on est en train de mettre en place une série de choses qui, à mon avis, sont assez antidémocratiques. On filtre la souveraineté populaire. Il y a les experts constitutionnels qui peuvent dire au peuple ce que le peuple a le droit de faire ou de pas faire. C'est quelque part des gens qui s'érigent au-dessus de la souveraineté populaire. C'est le Conseil constitutionnel, par exemple. Et tous ces comités d'éthique qui expliquent au peuple moralement ce qu'il a le droit de penser ou pas. On n'est pas très loin, en définitive, insensiblement, comme ça, de glisser vers une conception d'une société totalitaire, quelque part. On n'est pas très loin le comité central étant mécontent du peuple, il a décidé d'en élire un autre. Mais le peuple peut se tromper, le peuple s'est déjà trompé. Le peuple peut se tromper, le problème c'est que les experts aussi. Et le peuple a pour lui cette chose, c'est qu'il est le peuple et qu'il est le détenteur de la souveraineté. Dans la tradition républicaine. Après, il y a d'autres traditions. Il y a des traditions aristocratiques, il y a des traditions monarchiques, il y a des traditions totalitaires, il y a toute une série d'autres traditions. Mais nous, libres penseurs, nous défendons cette conception que si le peuple se trompe, ce sont les erreurs du peuple. Ce que le peuple a fait, il peut le défaire. Oui, on passe à un autre sujet, même s'il est s'il est plus ou moins lié à la question qui nous rassemble.
Moi, écoutez, les institutions françaises, elles sont ce qu'elles sont. Je les respecte. Je trouve d'ailleurs personnellement que la démocratie, c'est la meilleure forme de gouvernement, ou disons la moins mauvaise. Le peuple est souverain. Mais le peuple souverain ne peut pas se rassembler complètement pour voter la loi, donc nous déléguons ça à des hommes et des femmes que nous avons élus. Mais je suis d'accord que sur ces questions, nos députés, mais d'ailleurs comme chacun de nous, n'ont pas toutes les réponses, n'ont pas tous les arguments sur tous les sujets. On leur demande de se prononcer sur tout et n'importe quoi, j'allais dire, et que je pense qu'il faut que nos députés, et à travers eux, l'ensemble du peuple, nous soyons éclairés par ce qu'on appelle des experts. Je dis éclairés, parce que je crois que le rôle des experts, comme d'ailleurs le rôle de l'Église, c'est pas de diriger les consciences. C'est pas de diriger les consciences. Moi, en tant que prêtre, j'espère, ne jamais peser sur une conscience humaine. Mais quand quelqu'un vient me voir, j'essaie de lui donner tous les arguments qui seront nécessaires pour son propre discernement. Pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, moi je ne suis pas contre que les partis donnent des consignes de vote. Évidemment, l'Église catholique a incité les catholiques à faire entendre leur voix dans ce débat, voire même d'aller manifester. Ceci dit, je fais une petite parenthèse, je sais bien que dans l'Église catholique, tout le monde n'est pas contre ce projet de loi. Alors, et ces gens-là, ils font partie de la famille, et ces gens-là, j'ai à les écouter, ces gens-là, j'ai à débattre avec eux. Est-ce que l'Église est dans son rôle, justement, dans ce cadre-là? Ah oui, moi je pense qu'on ne peut pas dénier à l'Église ce rôle d'avoir son mot à dire avec d'autres, sur des questions de société. Elle n'a pas à imposer, elle n'a pas à dépasser les autres, encore moins à les écraser. Elle est un acteur de la vie sociale, ou alors qu'on nous le dise, elle est un acteur de la vie sociale, et avec la libre pensée, par exemple, l'Église est dans son rôle en donnant son point de vue, comme la libre pensée donne son point de vue. Après, à chacun à se déterminer en conscience. Et quel regard vous portez sur les exubérances qui ont été faites? Je pense à Frigide Barjot, je pense à Civitas aussi. Alors écoutez, je ne mettrai pas Frigide Barjot et Civitas dans le même lot. Frigide Barjot, elle est excentrique comme ça extérieurement, mais enfin déjà excentrique, on en connaît. Je trouve que c'est une femme qui a beaucoup de courage. Et là, c'est une femme qui est montée en première ligne. Alors, ses excentricités, je ne les partage pas toujours, mais enfin, elle a le mérite de mener ce mouvement, mais je ne la comparerai pas à certaines excentricités de certains membres de Civitas. Voilà. Moi, les excentricités, je m'en démarque toujours. Malheureusement, vous savez bien que sur les médias nationaux, c'est surtout de ce côté-là qu'on va dresser les caméras et les micros. Eh bien, c'est malheureux. Parce que Civitas, ils étaient peut-être 8000 le 13 janvier à Paris, et nous étions, selon la police, 340 000 sur le Champ de Mars. Mais enfin, qu'on m'explique, quand le Champ de Mars est plein de chaque côté de la Tour Eiffel, comment il ne peut contenir que 340 000 personnes, alors que dans des 3 points d'où partaient les manifestations, certains étaient encore sur les lieux de départ. Henri Huy, vous avez été impressionné par ce mouvement du Champ de Mars dont parlait Christophe Didier-Chave? Je suis pas très impressionnable, je suis désolé de ça. Les libres penseurs en général se laissent pas vraiment impressionner ni par l'argument du nombre, ni par l'argument de l'ancienneté, ni d'ailleurs non plus par l'argument de la nouveauté. Voilà, il faut aller au fond. Encore une fois, on va essayer d'aller au fond. Et je voudrais rejoindre d'abord ce que dit Monsieur le représentant de l'Église catholique ici. Effectivement, bien sûr, l'Église catholique est une force politique. Et à ce titre, elle a parfaitement le droit de s'exprimer. Sinon, vers quel type de société irions-nous? Il faut bien s'entendre encore. Libres penseurs, nous sommes partisans de la laïcité. C'est-à-dire d'une société dans laquelle l'État, les pouvoirs publics ne sont pas sous l'influence, je dirais même sous la tutelle, plus exactement, des différentes forces religieuses. Ceci étant, je ne veux pas et nous ne voulons pas d'une société athée où l'athéisme serait la règle de la société. Nous sommes, nous, partisans, et c'est ça d'ailleurs qui est extraordinaire dans la loi de 1905, de séparation des églises et de l'État, c'est une loi de liberté. Ça commence comme ça. La République garantit la liberté de conscience. Et donc, à ce titre-là, les catholiques ont le droit d'être catholiques, l'Église catholique a le droit d'être une Église et elle a le droit d'être catholique. Et donc, à ce titre, comme c'est une force politique réelle, on l'a vu, il y avait
Alors moi, je me suis pas amusé à compter les gens qu'il y avait, mais il y avait beaucoup de gens dans cette manifestation, c'est incontestable. Et donc l'Église catholique, comme toute force politique, a le droit de s'exprimer. Et il me semble que ceux qui ont fait reproche à l'Église catholique de prendre position sur le terrain politique, à mon avis, font une erreur. Alors à mon avis, parce qu'ils sont un peu énervés, parce que l'Église catholique n'est pas d'accord avec nous. Bon, ben voilà, c'est la vie, il n'y a pas de quoi s'énerver, c'est comme ça. Nous, libres penseurs, nous n'avons pas découvert récemment que l'Église catholique était catholique, et on n'a pas découvert non plus que l'école catholique était catholique. Il faut quand même... Au bout d'un moment, il faut un peu de lucidité. Alors après, Frigide Barjot, ses excentricités, tout ça, c'est... Oui, enfin... C'est toujours pareil. Allez, un petit peu de polémique. Quand le plat qu'on nous sert est un peu ancien, et un peu fade, il faut y mettre des épices. Il faut donner un peu l'air bobo, bourgeois bohème. Il faut avoir l'air d'un peu avoir le look. Il faut essayer de faire quelque chose soit un peu moderne. Et d'ailleurs, plus qu'on défend et rétrograde, plus il faut essayer de se donner l'air moderne. C'est pas nouveau. Ça n'est pas propre uniquement à l'Église catholique. C'est un artifice médiatique, rien de plus. Mais bon, là-dessus, je veux pas faire un feuilleton sur Frigide Barjot. C'est un artifice médiatique. Voilà, point. Après, je diverge aussi, la libre pensée diverge avec ceux qui disent, oui, Civitas, écoutez, l'Église catholique est ce qu'elle est. Il y a plusieurs courants au sein de l'Église catholique. Il m'appartient pas de commenter ça. Qui parle au nom de l'Église, qui parle pas au nom de l'Église. Je crois savoir qu'il y a une hiérarchie de l'Église catholique, les cardinaux, les évêques, la conférence des évêques de France, c'est eux qui parlent pour l'Église catholique, ça me paraît indiscutable. Après, sur les franges, sur les bornes, ça, bon, voilà, c'est la vie. Ce qui me paraît important, le problème qui a vraiment été soulevé, c'est le poids de l'école privée. C'est le poids de l'Église catholique et de son appareil, la fameuse lettre j'ai oublié son titre, je crois, du directeur je crois que c'est ça, directeur de l'enseignement catholique. Nous avons une position là-dessus, qui est une position très nette, c'est que l'Église a le droit de s'exprimer. Toutes les forces politiques ont le droit de s'exprimer. Je vois pas au nom de quoi on pourrait interdire à l'Église catholique en disant ah oui mais vous c'est le domaine de la religion, faut pas vous occuper du reste. Ce serait un peu contradictoire avec la laïcité puisque comme l'affaire religieuse est une affaire privée, chacun est libre d'avoir ses convictions, point à la ligne. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Sur l'enseignement, c'est différent. On est dans une situation bizarre en France. Il y a la loi de 1905 qui dit la République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. Et nous subventionnons, la République, depuis la loi Debré de 1959, subventionne l'enseignement privé sous contrat qui est immensément à majorité catholique. Je ne sais pas si c'est 95 ou 96%, mais c'est de ce tourneau-là à peu près. Catholique. Et là, nous disons il y a une anomalie. Et c'est la raison pour laquelle, libres penseurs, nous disons il faut abroger la loi Debré de 1959, parce qu'on ne peut pas dire à la fois nous subventionnons, on est séparés, mais on subventionne l'Église catholique, mais l'Église catholique a le droit de rien dire. Oui, mais l'enseignement catholique, on lui reconnaît dans la loi Debré un caractère propre. S'il a un caractère propre, on peut pas lui dire de pas user de ce caractère propre. On va essayer. Donc, je conclus là-dessus. De revenir au débat sur le mariage pour tous. Mais c'est le débat. Parce qu'effectivement, c'est le débat. Et donc nous sommes partisans de l'abrogation de la loi Debré. D'accord. Mais c'est un autre sujet. On fera un débat sur l'école libre, si vous voulez, un jour, et l'école de la République, parce que c'est important également. Christophe Didier-Chat, vous vouliez réagir, mais brièvement. Je veux simplement réagir sur le sujet qui nous réunit ce matin, et pour dire que je partage tout à fait la conception de la laïcité que vient d'évoquer Monsieur Huil, et que nous ne cherchons surtout pas à revenir sur la loi de séparation de l'Église et de l'État. Bien sûr que cette loi est née dans l'opposition, elle est née dans la violence, elle est née dans l'opposition entre plusieurs catégories de Français. Mais bon, maintenant c'est un fait et nous ne voulons surtout pas y revenir. Je pense que ça a été toujours catastrophique quand l'Église a trop collusionné avec les pouvoirs de quelque sorte et de quelque bord qu'ils soient. Et c'est une loi qui a fait ses preuves en termes de paix sociale dans notre pays, donc, et la laïcité est un vecteur important de la République française. N'y revenons surtout pas. Mais moi voilà, par rapport au sujet, encore une fois, alors l'Église catholique
a son point de vue. Encore une fois, je sais qu'en son sein, tout le monde ne partage pas ce point de vue, mais c'est le point de vue de l'institution Église catholique, et son point de vue, encore une fois, elle ne le défend pas au nom d'une philosophie ou d'une vision de Dieu particulière, mais au nom d'arguments anthropologiques. Et pour nous, cette loi n'est pas acceptable sur 2 points. C'est parce qu'elle cherche à remettre en cause, elle n'accepte pas la nécessaire reconnaissance de la différence des sexes. Et l'autre question fondamentale qui est liée, c'est la place de l'enfant dans l'homoparentalité. Mais encore une fois, dire ceci, à mon avis, ce n'est pas être homophobe, ce n'est pas nier l'amour qui peut exister entre les personnes, ce n'est pas leur refuser des droits. Mais la question, c'est de l'extension du mariage aux personnes du même sexe. Alors messieurs, l'heure tourne, on va arriver à la conclusion de cette émission. Morgane Termelen, votre sentiment sur ce qui vient d'être dit là par les invités que vous connaissiez bien? Encore une fois, je suis très satisfait de la très haute qualité des débats qui ont eu lieu aujourd'hui, et puis je tenais à en remercier les 2 intervenants, le père Christophe Didier Chave et monsieur Henri Huil. Le fait que on ait plus le temps en radio, effectivement, sur une période de 30 minutes, 40 minutes, de parler en profondeur de ces choses-là, c'est un bon point par rapport à la presse écrite, où on est confronté à des contraintes qui sont des contraintes de ligne, tout simplement, et de place. Il y a des contraintes aussi bien à la radio, je pense, que sur la presse écrite. La principale différence, mais c'est un peu moins vrai avec l'essor des nouvelles technologies, la principale différence entre la presse écrite et la radio, ou en allant plus loin la télévision, c'est disons la fugacité de l'instant dans la radio. C'est-à-dire que les gens qui nous écoutent en direct l'ont entendu, les autres, bon, à part s'ils nous écoutent en podcast après. Ils pourront le faire, effectivement. Ça a chamboulé un petit peu la manière d'écouter la radio dans les 10 dernières années qui sont arrivées, le podcasting et puis le fait d'avoir des sites internet. Morgane, tout à l'heure, c'est Henri Huil, je crois, qui a parlé du déchaînement médiatique par rapport à nous sommes tous les deux dans des médias ruraux, la Marseillaise ici dans les Alpes et Fréquence Mistral. On est à 100 lieues de ce déferlement médiatique, enfin ces caméras qui vont voir le spectacle des manifestations. Vous êtes tout à fait dans le propos depuis que j'ai lancé ce débat dans le département. Vous êtes tout à fait dans mon état d'esprit, c'est-à-dire le fait de prendre ce débat avec calme et de ne pas aller vers l'outrance, la vente médiatique, la vente d'un sujet d'actualité, mais de faire réfléchir les gens, de prendre un peu de distance par rapport au débat. C'est ce qui me paraissait essentiel. Et qu'on puisse écairer le lecteur ou l'auditeur. On va vous demander de conclure, messieurs, si vous voulez bien, brièvement, sur la teneur de ce débat, la façon dont vous avez abordé le sujet, et puis évidemment l'image que vous avez de votre, entre guillemets, adversaire. Henri Huil. Oui, alors essentiellement, le cœur du débat, c'est le fait que citoyens, individus, êtres humains, nous avons le droit de rechercher le bonheur individuel. Que ce bonheur ne peut pas exister, ou du moins est fortement entravé, s'il y a discrimination légale. Et donc nous disons, hommes, femmes, homosexuels, hétérosexuels, plus jeunes, plus vieux, le droit au mariage pour tous. C'est l'égalité des droits. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je considère tout à fait positif le débat qu'on a pu avoir avec monsieur le représentant de l'Église catholique, et on est tout à fait, bien sûr, partant sur ces questions, sur d'autres questions, pour avoir le même type de débat. Ça correspond, j'en suis vraiment convaincu, au rôle que journaliste radio et journaliste papier vous avez voulu jouer. Ça correspond aussi quelque part un peu à la vocation de la Fédération de la Libre Pensée, qui est en fait une organisation internationale, qui est une association d'éducation populaire. Je conclus pour ma part en disant que je suis tout à fait convaincu que personne ne peut convaincre personne. Les gens se convainquent eux-mêmes. Les gens sont adultes, majeurs et réfléchissent. Par contre, je crois qu'on peut apporter un éclairage et des arguments. Et vous nous avez permis de faire ça. Soyez-en remerciés.
Merci. Bien, je signe dès demain la dernière phrase de Monsieur Huil. J'espère que ce débat aura permis à nos auditeurs ou alors aux lecteurs de la Marseillaise de se faire une idée plus précise, d'éclairer leur conscience. Encore une fois, pour moi, pour l'Église catholique, le débat ne se résume pas à l'amour qui peut exister entre deux personnes ou à la non-discrimination. Donc j'espère que le débat qui a eu lieu entre nous a pu faire émerger d'autres arguments qui sont tout aussi importants. Et dans votre introduction, vous disiez que nous avions la volonté réciproque de respecter l'adversaire. Eh bien, je me suis aperçu aujourd'hui que non seulement je n'ai pas d'adversaire, mais que j'ai même pu trouver un homme avec qui dialoguer au nom de la raison. Et ça, j'en suis véritablement très heureux. C'est pour ça que j'avais mis des guillemets tout à l'heure, vous l'aviez remarqué. Merci à tous les deux, Christophe Didier Chave et Henri Huil. Et puis peut-être qu'on fera un débat sur l'école libre et l'école de la République prochainement sur notre antenne. Merci encore aussi à Morgane Termelen. Peut-être un dernier mot, Morgane, pour dire qu'on retrouvera un article demain dans la Marseillaise, c'est ça ? Oui, effectivement. Demain, donc, un article dans la Marseillaise sur ce débat que j'ai eu grand plaisir, moi, à animer et à monter avec Morgane. On va remercier aussi Meia à la régie. Et puis, on va se quitter. Didier Chave, le père Didier Chave l'a dit tout à l'heure. Il a parlé d'amour, justement, parce qu'il faut pas oublier que derrière le mariage, il y a d'abord de l'amour et avant toute chose. Et je vous propose d'écouter une grande chanson d'amour, peut-être la plus belle qui existe. C'est Jacques Brel qui chante « Quand on n'a que l'amour ». Et ça, c'est déjà une belle solution. Et pour aplanir les problèmes, c'est aussi la musique et la chanson qui est là. Merci à tous les deux intervenants. Merci à Morgane. Merci aussi à Meia à la régie. On se quitte en écoutant avec beaucoup d'émotion Jacques Brel. À bientôt.